Alors, bienvenue à tous à ce café de la rénovation. Je me suis présenté brièvement tout à l'heure, je me représente à nouveau. Je suis donc monsieur Francis Villarouge, je suis conseiller énergie-climat au sein de l'Agence locale de l'énergie et du climat sud-parisienne, qui est donc située à la maison départementale à Évry. Euh, pour présenter rapidement l'association, en effet, parce que l'ALEC est une association à but non lucratif, euh, loi 1901. Donc, notre but à nous, c'est d'accompagner les particuliers, les copropriétés, mais aussi les collectivités locales, également les professionnels, dans la transition énergétique. Donc, notre accompagnement peut se faire sous forme d'animation, comme ce webinaire aujourd'hui, pour lequel vous êtes présent, et je vous en remercie. Il peut se faire via des conseils directs auprès des particuliers. Nous avons des permanences téléphoniques tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Et nous avons aussi la possibilité de vous recevoir en rendez-vous. Alors, aujourd'hui, c'est un cas particulier. Nous sommes en situation sanitaire particulière. Et donc, les rendez-vous physiques, pour l'instant, ne sont plus pris en compte. Peut-être au mois de juin, mais en tout cas, nous vous tiendrons rapidement au courant de la possibilité ou non de rendez-vous physiques dans les prochains jours. Donc, les thématiques avec lesquelles nous travaillons, c'est la maîtrise de l'énergie, la rénovation énergétique, bien sûr, les énergies renouvelables, la qualité de l'air intérieur, ainsi que les enjeux climatiques. D'ailleurs, petite parenthèse, au niveau des enjeux climatiques, nous proposons un nouveau format, donc auprès des particuliers et même des professionnels, s'ils veulent y participer. Ce sont des fresques du climat. Ce sont des rendez-vous ludiques pendant lesquels on apprend à maîtriser donc le réchauffement climatique. Ça veut dire qu'on va comprendre euh, qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a créé ce réchauffement climatique en fait? D'où ça vient? Les causes et les effets de ce réchauffement climatique. Tout ça via le jeu. Ça se fait en petits groupes. Il faut donc poser les cartes de cause à effet et essayer de trouver les raisons de cette situation climatique que nous connaissons aujourd'hui. Voilà sur la présentation de l'ALEC. Donc je tiens à rappeler que nous sommes neutres et indépendants. Donc sachez que nos conseils auprès des particuliers, enfin même auprès de tout le public que nous visons, sont gratuits. Donc dans le côté neutre et indépendant, sachez qu'à chaque fois qu'on va vous conseiller une technologie ou certaines solutions, nous n'avons rien à gagner. Nous ne gagnons pas un centime de plus si vous allez plus choisir une pompe à chaleur ou une chaudière bois. On va essayer vraiment de vous orienter vers la solution la plus adaptée par rapport à votre situation. Hop. Voilà, brièvement sur la présentation de l'entreprise, je vais demander à Monsieur Ansar s'il est toujours avec nous, s'il a quelque chose à rajouter là-dessus. Non, c'est parfait. Ok, c'est parfait, très bien. Donc, par rapport à la rénovation énergétique, quelles sont les étapes pour réussir la rénovation énergétique de son bâtiment? Donc, première étape, c'est identifier ses besoins. Quel est mon problème? Donc, souvent, ça part d'un constat. On voit sa facture d'énergie à la fin du mois ou euh, à la fin de l'année. On constate que c'est trop élevé. Ça peut être aussi un ressenti, un inconfort thermique dans certaines pièces du bâtiment. Ça peut être aussi des problèmes d'humidité constatés sur des murs. On voit de la moisissure qui s'installe. C'est d'être fait. Ceci est dû essentiellement, par exemple, à un problème de renouvellement de l'air. Ou alors, tout simplement, c'est le système de production d'énergie qui est défaillant, qui tombe en panne. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à se poser des questions sur le système de remplacement. Est-ce que je veux la même chose? Est-ce que je veux quelque chose d'être peut-être un peu plus respectueux de l'environnement ou moins énergivore? Donc, c'est à ce moment-là qu'on va s'intéresser à la rénovation de son bâtiment. Ou alors, il y a aussi le cas de la dégradation du bâti qui peut
amenés à se poser ce genre de questions. Et donc, eh oui, l'impact environnemental trop élevé. Hop, je vais essayer de mettre ça par là. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a identifié ces besoins, il faut définir les solutions qui sont donc adaptées à chaque cas, à chaque maison. Il faut savoir qu'en rénovation énergétique, ce n'est pas parce que le voisin a fait comme ci ou comme ça que pour moi, ce sera exactement la même solution. C'est les cas diffèrent. Donc, il faut faire un point sur ses consommations énergétiques. Il faut aussi évaluer la performance thermique de l'enveloppe de son bâtiment. Et pour cela, par exemple, vous savez qu'à l'ALEC, pour les habitants de Grand Paris Sud, nous proposons des prêts de caméras thermiques. C'est un excellent outil, par exemple, pour vérifier et voir en temps réel la chaleur fuir son bâtiment. Bon, la meilleure période pour cela, je ne vous le cache pas, c'est plutôt en hiver. Là, si vous empruntez une caméra thermique, vous ne verrez rien du tout. Donc, évaluer les performances aussi du système de chauffage, évaluer le potentiel ENR aussi, hein, parce que souvent, on a cette idée magique et jolie hein, d'installer du solaire, par exemple, mais peut-être que pour votre bâtiment, ce n'est pas du tout la meilleure solution. Et qu'en ENR, si vous voulez par exemple de l'eau chaude sanitaire, peut-être qu'il y a des systèmes qui correspondront mieux à votre situation, comme une chaudière bois par exemple. Voilà, définir les solutions d'amélioration en conséquence et surtout vérifier l'éligibilité au dispositif d'aide financière. Ça va être souvent un élément déclencheur pour passer à l'acte, c'est de voir que finalement on est bien soutenu financièrement par les aides qui existent. Arrive le moment de chiffrer le projet, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec nous ou même parfaitement avec le professionnel. Vous avez la plateforme Rénover Malin, qui est donc une plateforme du département de l'Essonne, qui répertorie plusieurs professionnels qualifiés RGE. Donc, si vous habitez en Essonne, c'est un très bon endroit pour y trouver des professionnels RGE. Si vous êtes du côté du 77, vous pouvez très bien aller sur le site fer.fr. Vous aurez aussi un annuaire de professionnels qualifiés RGE. Donc voilà, en gros, les endroits pour trouver des professionnels RGE. Hop, une fois que cette étape est passée, on va donc travailler à mobiliser les aides financières. Donc là, c'est pareil, c'est avec le devis en main, c'est le moment pour entamer vos démarches de demande d'aide financière, quelle que soit l'aide financière. Toujours faire la demande avant les travaux. Très important. On a assez régulièrement des personnes qui nous appellent malheureusement trop tard. Les travaux sont déjà réalisés et les aides financières ne sont plus actives pour ce genre de cas, sauf certains crédits d'impôt. Sauf le crédit d'impôt, si vous appelez et si vous faites la démarche moins d'un an après les travaux. Dans ce cas-là, c'est encore possible. Ensuite, une fois que tout ça est fait, c'est l'étape où on lance les travaux. Alors, hop, ici, nous avons donc une représentation magnifique d'une maison. C'est digne des plus grands dessinateurs. D'ailleurs, je crois que c'est l'œuvre de Monsieur Ansart. Magnifique dessin. Et nous avons donc une maison avec des flèches rouges qui représentent les déperditions de chaleur. Donc on voit que, hop, je vais mettre tous les chiffres ici, voilà. On voit que les plus grosses déperditions dans un bâtiment, on va dire non isolé, hein, donc c'est souvent les maisons qui datent d'avant 1974, de la première réglementation thermique. Et avant cette date-là, on isolait très peu, voire pas du tout, les bâtiments. Donc, dans ces cas de figure, le plus gros des déperditions, la plus grosse partie des déperditions se fait au niveau de la toiture, 30%. Ensuite, c'est au niveau des murs, 25% de perte des chaleurs. Et nous avons ici une flèche au niveau de la cheminée. En fait, c'est
pour la ventilation. Ventilation, on ne s'en rend pas compte, mais c'est tout de même 20% des pertes énergétiques dans un bâtiment. Et c'est pourtant vital de renouveler l'air de son bâtiment. Et malheureusement, l'hiver, souvent avec les systèmes de simple flux, ben, c'est l'air extérieur qui rentre. Et donc, souvent, c'est un air qui est à 3, 4 degrés qui va rentrer et qui va fortement faire chuter la température du bâtiment. Donc, c'est pour ça que c'est toujours assez intéressant de se poser des questions sur sa ventilation. Hop, donc là, hop, je termine le partage d'écran. C'est le moment de discuter de vos projets. Alors, pour éviter la cacophonie, écoutez-moi bien. Voilà comment on va procéder. Chacun, comme pour le message de bonjour avec votre commune, en message, en quelques mots, essayez d'être le plus bref possible. Vous allez donc décrire le projet que vous avez actuellement ou en tête. Donc, vous le notez ça en message. On va essayer de regarder tous les projets et ensuite de répondre à vos questions. Hop. Donc, je vous laisse mettre en message en quelques mots. Donc, sur la partie message, le projet que vous avez en tête, ou alors le projet que vous avez déjà effectué et que vous avez envie de partager avec les autres aussi, hein, c'est tout à fait possible. Nous avons Elsa qui nous a rejoint. Bonjour Elsa. Très bien. Ok. Donc, on a déjà pas mal de projets qui concernent l'isolation. Je vois que au niveau du chauffage aussi. Je vois qu'on a même presque une isolation totale hein, du côté de Monsieur Alvaro, avec donc les travaux sur l'isolation, le renouvellement de l'air, la VMC, donc ok, et les portes d'entrée aussi, et Velux. C'est parfait, nous avons un professionnel justement avec nous qui pourra sûrement vous répondre à vos questions. Donc, hop, encore l'isolation. Donc, je vois que pour l'instant, il n'y a pas eu de questions. Guillaume pourra me confirmer, mais normalement, je n'en vois pas. Il y a juste eu Monsieur Dabiré et Madame Mativet qui ont envoyé des questions au préalable. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai pris en compte vos questions et on prendra le temps d'y répondre. Ok. J'attends encore quelques secondes et ensuite nous allons passer donc à la prochaine étape de cette présentation où on verra un peu en fonction des travaux quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire. Isolation et un remplacement de chaudière ici. Ok.
Nous avons une question de la part de M. Lopez. Ok, très bien. Alors, je vois que nous avons pas mal de demandes au niveau de l'isolation, donc ça va être le premier point qu'on va voir ensemble. Assez rapide. On va voir les gestes à faire ou ne pas faire au niveau de l'isolation. Pof, pof. Alors, j'ai vu que certains voulaient isoler au niveau des combles. Donc, vous savez que l'isolation au niveau des combles, elle peut se faire soit en vrac, soit avec des panneaux semi-rigides ou en rouleau. L'isolation en vrac, on y impose une résistance thermique au moins égale à 7 pour pouvoir bénéficier des aides financières. Et les aides financières que nous avons à ce niveau-là, c'est l'aide coup de pouce. On va voir les aides financières un peu après. Là, c'est d'abord le côté technique que l'on voit en priorité. Et vous avez aussi la possibilité d'isoler directement sous les rampants. Oui. On voit ici, donc sous les rampants, là, par contre, la résistance, elle est de 6. Pareil, ça, c'est la résistance minimum. Généralement, le professionnel est au courant de toutes ces informations-là. Donc, automatiquement, c'est la résistance qu'il va vous proposer si vous désirez faire des travaux à ce niveau-là, parce qu'il sait que grâce à cette résistance posée, vous aurez droit aux aides financières. Hop. Donc ça, c'est voilà, au niveau des planchers bas, des combles. Comment ça se passe? Alors, il y a aussi cette technologie qu'on appelle la méthode Sarking. C'est une surélévation de la toiture. Donc cette isolation, c'est un peu comme une isolation extérieure de la toiture. Elle est assez intéressante parce qu'elle va réduire les ponts thermiques et c'est surtout que vous allez presque avoir une charpente toute neuve. Donc c'est plus coûteux, mais l'impact que ça va avoir sur votre facture à la suite, ou même sur votre confort, est plus important. Hop. Donc maintenant, au niveau de la façade et l'isolation des murs, la recommandation, pareil pour les aides financières, elle est de 3,7. C'est pareil, le professionnel est au courant de tout ça, et vous avez deux possibilités pour l'isolation, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Ces deux façons d'isoler ces murs ont des avantages et des inconvénients. Concernant l'isolation des murs par l'extérieur, le gros avantage de cette technologie-là, c'est que, un peu comme la méthode Sarking, elle va fortement réduire les ponts thermiques. Et en plus, elle ne va pas réduire la surface de vie que vous avez dans votre logement, contrairement à l'isolation intérieure. Cependant, c'est une méthode de travaux qui est plus coûteuse et aussi qui peut modifier l'aspect extérieur du bâtiment. Donc, il faut prendre ceci en compte et voir avec l'urbanisme, enfin le plan local d'urbanisme, s'il y a possibilité d'avoir des actions à ce niveau-là. Donc, en termes administratifs, disons que ça demande un peu plus de travail que si vous isoliez par l'intérieur. Autre avantage de l'isolation par l'extérieur, c'est que ça va avoir un impact sur l'inertie thermique de votre bâtiment. En gros, l'inertie thermique, c'est la capacité d'un matériau à stocker la chaleur, à stocker l'énergie. Et plus un matériau aura une forte inertie thermique, plus il va stocker de l'énergie et plus il y aura un déphasage entre le moment où il aura emmagasiner toute l'énergie et le moment où il va restituer toute l'énergie dans le bâtiment. C'est assez intéressant ceci pour le confort d'été. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que nous ferons un webinaire spécialement sur le confort d'été, car il faut savoir qu'il y a des gestes à faire assez simples pour améliorer son confort en été, et il y a aussi des travaux qui sont possibles pour essayer d'optimiser ce confort d'été, sachant que on le voit parfaitement aujourd'hui où les températures d'été vont être de plus en plus chaudes et donc ces mois-là seront de plus en plus difficiles à supporter et il sera donc
de plus en plus intéressant de s'intéresser à ce confort d'été et à tous les moyens pour y remédier. Hop, donc ça c'est l'isolation plancher bas. Je vais dire quelques mots sur l'isolation par l'intérieur quand même. L'isolation par l'intérieur, c'est moins cher. C'est bien moins cher que l'isolation par l'extérieur. Vous n'avez pas de problème par rapport au plan local d'urbanisme, parce que vous faites ça chez vous, vous gênez personne. Cependant, ça peut réduire votre surface de vie. Ça peut réduire la surface de vie et c'est pas très efficace, voire pas du tout, pour lutter contre les ponts thermiques. Donc cette solution, il ne faut pas non plus la jeter à la poubelle parce que, comme j'ai dit, la rénovation énergétique, c'est du cas par cas. Et il se peut que pour votre situation, l'isolation par l'intérieur soit la solution la plus intéressante parce que il faut mieux isoler par l'intérieur que ne pas isoler du tout. Hop. Et je poursuis ici au niveau donc des planchers bas. C'est une autre. On a vu tout à l'heure sur le schéma que le plancher bas, c'était, je crois que c'était presque 5 ou 10% de perte de chaleur. Donc c'est intéressant aussi d'agir à ce niveau-là. Pareil, les cas ne sont pas les mêmes. Ça peut être un vide sanitaire chez vous, ça peut être une cave, un garage. L'isolation à ce niveau-là peut se faire très rapidement. Il y a pas mal d'aides financières qui peuvent agir dessus. Et ça me fait penser au cas de l'isolation à 1 euro. Je sais que M. Dabiré m'a posé une question dessus. On va y répondre tout à l'heure. Hop. Hop. Je vais quitter le plein écran. Donc ça, c'était le cas de l'isolation. C'est dommage, je ne sais pas si monsieur Castor est arrivé. Je ne crois pas. Alors, monsieur Gérard Tritz dit qu'il n'a plus le partage d'écran. Alors, là, normalement, je l'ai retiré, le partage d'écran. Excusez-moi, j'ai activé mon micro. Oui, allez-y, monsieur. Société Climalise m'a appelé Ah oui, dites-moi. en me disant qu'il n'avait pas le lien pour se connecter à la réunion. Oh. Je sais pas si vous êtes- Je leur ai envoyé juste hier le lien. Apparemment, il Monsieur, doit pas. Monsieur Castor, alors attendez, je vais essayer de faire ça tout de suite. Élément envoyé. Oui. Climalise.fr. Est-ce que vous avez le numéro de la société Climalise? Le numéro de téléphone? Alors, il vient de m'appeler. 06 13 Ok. 83 30 53. 06 13 83 30 53. Tant que j'y suis, pour le moment, je vais donc envoyer un mail à monsieur. Ah ben c'est ça, il est là. Monsieur Castor. Bonjour monsieur Castor. Il vient d'arriver, le micro est désactivé. Bonjour monsieur Castor. Oui, bonjour monsieur Alain Castor. Vous allez bien? Ça va, ça va. Vous êtes en voiture, c'est ça? Oui, je suis en voiture, mais c'est pas moi qui conduis. Ok, parfait. C'est nickel. En plus, on voit le logo de l'entreprise juste derrière vous. Du coup, nous avons commencé un peu la présentation. Nous avons parlé essentiellement de l'isolation pour le moment. Et je vais vous inviter à présenter en quelques mots ce que fait votre entreprise auprès des particuliers qui sont présents ici avec nous. D'accord, bonjour à tous. Alain Castor, société Climalise. On est installateur Calipac. Calipac, donc pompe à chaleur et climatisation réversible sur le département de l'Essonne. On rayonne sur toute la région parisienne. L'entreprise a 17 ans d'existence. On fait du particulier et du professionnel. Et pour les pompes à chaleur, en ce moment, on a de grandes demandes pour le remplacement des chaudières fuel par un système de pompe à chaleur. Voilà. Et pour la climatisation, avec le petit rayon de soleil qu'il va y avoir, un peu de climatisation réversible.
Très bien. Merci, Monsieur Castor. Je vais demander à Monsieur Ansart, donc au niveau des questions qui ont été posées, de voir ce qu'il a sélectionné, s'il est toujours là. Hop. Alors, je crois qu'il m'a envoyé un message pour dire qu'il avait un souci informatique. Ok, donc je vais prendre en compte déjà les questions qu'on m'a envoyées par mail. Donc j'ai d'abord Monsieur Dabiré qui posait pour savoir quels travaux sont à privilégier, si c'est d'abord l'isolation des combles, le changement des ouvertures, les systèmes de chauffage, ou eau chaude ou ventilation. Alors, eh bien, sachez, Monsieur Dabiré, que dans la rénovation énergétique, il faut d'abord se poser des questions et réfléchir sur l'enveloppe du bâtiment. Donc, il sera assez intéressant de d'abord s'occuper de l'isolation de la toiture, des combles, mais également des menuiseries. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, si M. Pissic veut rajouter des éléments concernant l'isolation des menuiseries, ce qui est important de penser ou de réfléchir au moment de faire ces travaux-là. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ouais. Écoutez, après l'isolation des menuiseries, on a des vitrages qui aujourd'hui nous sont imposés, donc on a vraiment une isolation minimale requise. Après, le type de pose, et ça c'est lors d'une visite qu'on vient et qu'on conseille le client, des poses totales ou rénovation en gardant les bâtis existants. On privilégie souvent la dépose totale, mais il y a des cas où on ne peut faire que de la rénovation, donc on se met sur des bâtis existants en assurant l'étanchéité. Après, il y a le choix du matériau qui rentre aussi en compte. S'il y a des couleurs qui sont imposées, on va plutôt être sur des matériaux aluminium. Et puis, pour une question de budget, on peut aller sur du blanc, mais en PVC. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se voir sur place. Mais l'isolation thermique des fenêtres, aujourd'hui, est imposée par la réglementation. Okay. Donc, on a le minimum requis pour au moins respecter la législation. Très bien. J'ai d'ailleurs une question qui me vient à l'esprit, parce que c'est une question qu'on me pose souvent en tant que conseiller. Et du coup, ça m'intéresse d'avoir l'avis d'un professionnel. C'est lorsque quelqu'un travaille sur l'isolation extérieure des murs et qu'en plus, il veut faire la menuiserie, est-ce que c'est plus judicieux de faire intervenir les deux entreprises en même temps? Alors, l'idéal, c'est de faire intervenir l'entreprise des remplacements de fenêtres avant. D'accord. Parce que de toute façon, l'isolation thermique par l'extérieur se fait en façade et les retours des tableaux sont souvent habillés par des tôles. Donc, il vaut mieux que la menuiserie soit installée pour que la personne qui va faire l'isolation extérieure puisse venir se raccorder directement sur la nouvelle menuiserie. D'accord. Alors que si cette finition-là est faite avant le remplacement des fenêtres, c'est plus délicat. C'est plus délicat, mais vous pouvez vous adapter. Oui, on peut s'adapter quand même. D'accord. Voilà. Le bon sens, c'est fenêtre et ensuite isolation. D'accord, parfait. D'accord, donc je vais enchaîner sur une autre question. Quels sont, donc toujours Monsieur Dabiré, quels sont les travaux qui entrent en ligne pour obtenir un éco-prêt à taux zéro? Alors, on va y venir tout de suite. Hop. Alors, l'éco-prêt à taux zéro, je sais que j'ai une petite diapo dessus. Hop. Je vais mettre ça là. Sinon, au niveau du son, ça va, tout le monde m'entend, il n'y a pas de problème? Parfaitement. Ok, très bien. Je crois que Madame Lepère qui demande pourquoi on ne voit pas celui qui parle. Oui, je viens de réactiver la vidéo. D'accord, très bien. C'était moi. C'est ça, c'était Monsieur Pissic. Voilà. Donc, vous êtes directeur, c'est ça, de l'entreprise? Oui, je suis le gérant de la société. Oui, le gérant de la société, voilà. Ouais. Alors, voilà, je voulais vous présenter. Hop. Voilà, le partage d'écran. J'espère que c'est tout le monde là. Oui. C'était pour l'éco-prêt à taux zéro, donc une question de M. Dabiré. Donc là, on va commencer à s'intéresser un peu plus au niveau des aides financières qui existent aujourd'hui. Hop. Et comme ça.
Ouais, super, il m'a perdu la page. Voilà. Alors, l'éco prêt à taux zéro, déjà, il faut savoir que ça s'adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs et le logement doit être déclaré comme résidence principale. Ensuite, il doit être achevé depuis au moins 2 ans. Pour quels travaux? Voilà. En fait, c'est quasiment tous les travaux qui vous offrent déjà des aides financières. C'est tous les travaux qui sont éligibles au crédit d'impôt, qui sont éligibles à MaPrimeRénov', qui sont éligibles aussi à l'aide départementale, donc qui est la prime écologie 91. D'ailleurs, je vais y revenir un peu plus précisément tout à l'heure pour les habitants qui concernent uniquement les habitants de l'Essonne. Donc au niveau de l'isolation de la toiture, des murs, en fait oui, voilà. Si vous pouvez avoir d'autres aides financières sur ces travaux-là, ça veut dire que vous pourrez avoir l'éco-prêt à taux zéro, pour faire simple. Au niveau des actions, donc une action vous permet de demander 15 000 € en prêt à taux zéro maximum. Une action de travaux, par exemple, c'est juste l'isolation de la toiture. 2 actions de travaux, là, cette fois-ci, vous pouvez avoir jusqu'à 25 000 €. Et 3 actions et plus, c'est donc le maximum de l'éco-prêt à taux zéro, c'est 30 000 €. L'éco-prêt à taux zéro peut se rembourser sur une durée maximum de 30 ans. Et il faut savoir que souvent, dans la rénovation énergétique, et plus particulièrement lorsqu'on fait plusieurs bouquets de travaux, l'économie d'énergie engendrée par les travaux permet de rembourser les mensualités de cet éco-prêt à taux zéro. Donc parfois, ça permet de faire des travaux sans avoir à puiser dans son argent qu'on a mis de côté dans son matelas ou sous le lit, quoi. Hop, ça c'est pour les montants. Et comment en bénéficier? Donc c'est après avoir identifié les travaux à réaliser avec l'entreprise, il faut choisir avec lui le formulaire de vie. Donc le formulaire de vie, c'est un formulaire qu'on peut avoir sur le site du service public. Même le formulaire peut être donné par la banque. Donc ce formulaire est à faire remplir par l'artisan. Et ensuite, vous devez adresser donc à l'établissement de crédit, à la banque. Alors, il faut savoir que toutes les grandes banques françaises le font normalement. Cependant, je vais les pointer du doigt parce que il y en a certaines qui jouent pas le jeu. Et c'est malheureux. Donc, normalement, je suis plutôt neutre et indépendant, mais éviter les banques 100% numériques. Celles-ci ne sont pas très fiables pour ce genre d'action. Mais sinon, les autres banques classiques marchent plutôt bien pour cela. Hop, je reviens. Hop, j'arrête le partage d'écran. Et enfin, peut-on se fier aux publicités qui inondent les boîtes mail avec l'isolation à 1 €? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent. Et vous avez raison d'avoir peur, on va dire, parce que certains vont utiliser cet appât de l'isolation à 1 €. D'ailleurs, il n'y a pas que l'isolation à 1 €. Même la pompe à chaleur. Exactement. J'allais venir vers vous, Monsieur Castor. D'ailleurs, si vous voulez parler de ça, de la pompe à chaleur à 1 €, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? En fait, il est possible d'avoir sa pompe à chaleur pour pas beaucoup d'argent. 1 €, j'en ai pas eu beaucoup. On installe une trentaine de pompes à chaleur à l'année. J'ai eu un client qui a eu 100% de son système qui a été pris en charge par les différentes aides. Entre autres le Gâtinais, le département, le crédit d'impôt et il y avait autre chose et une partie par l'ANA. Donc en fait tout ça, ça a permis d'avoir 100% des. Mais la personne, c'est une personne âgée qui n'a pas beaucoup de revenus et en fait elle a une chaudière fuel qui lui coûtait de l'argent. Donc il avait des faibles revenus, donc tout a pu rentrer dans ses aides. Mais ça, c'est très peu. C'est-à-dire que le niveau de revenu, il faut que ça soit des niveaux de revenus qui soient faibles pour pouvoir bénéficier des pompes à 1 €. Alors faible, vous avez tous les tableaux que vous avez présentés tout à l'heure. Vous avez
vous avez des tranches en fonction du nombre de personnes qui se trouvent dans la maison, Oui, c'est ça. Je vais y revenir un foyer fiscal. juste après, mais effectivement, comme a très bien dit Monsieur Castor, que ce soit l'isolation ou les pompes à chaleur ou même les chaudières à condensation, tout ce qui est offre à 1 euro, il faut faire extrêmement attention parce que ce sont des cas très particuliers et ça dépend énormément des revenus. Parce que faut savoir que les aides financières, on va dire que elles sont inversement proportionnelles à vos revenus. Moins vous gagnez, plus le montant des aides sera élevé. Et c'est pour ça, quand je disais tout à l'heure, que si votre voisin a fait une installation à 1 euro, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir la faire. Donc, faut être très vigilant avec ça. Autre petit conseil, si jamais une entreprise vous appelle le matin, elle vous dit on peut venir cet après-midi vous faire l'isolation sans faire de visite préalable ou autre, là je vous dis méfiez-vous fortement. Dès que vous avez un doute, vous pouvez parfaitement nous appeler, nous sommes là pour ça. Et sachez qu'il y a aussi, si jamais que vous passez à l'acte avec une entreprise, isolation 1 euro. Ça se passe bien, tant mieux pour vous, c'est parfait. Parce que il y a des entreprises avec lesquelles ça se passe bien. Par contre, si ça se passe mal, il y a un site que je vais vous présenter tout de suite. Non, ça c'est pas ça. En attendant Oui. au niveau du choix de l'entreprise, il y a une chose qui est assez simple, c'est le Calipac. Il faut absolument que l'entreprise ait le Calipac et à partir de là, vous n'avez pas normalement, vous n'avez pas de difficulté parce que nos assurances sont vérifiées par Qualité ENR, Oui. et l'organisme de qualité sur les pompes à chaleur. Donc, si vous prenez quelqu'un de la liste, vous pouvez vous avez 100% de chance d'être dans la bonne cible. Exactement. Vous faites très bien de le rajouter, de le préciser. Et je crois qu'il y a eu une question concernant les pompes à chaleur, on va en profiter tant que vous êtes avec nous. C'est un monsieur qui voulait savoir quelle marque pour une pompe à chaleur RO était la plus intéressante. Alors, en rénovation, il y a deux marques qui sont avancées, qui sont Mitsubishi Electric et Daikin. C'est deux Japonais qui ont des produits qui fonctionnent très bien. D'accord. Maintenant, sur du neuf, on peut voir les pompes à chaleur qui sont mises en avant. Dans le neuf, le coefficient d'isolation, parce que le premier chauffage dans la maison, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est l'isolation. Exactement. Sur les RT 2012, on a un choix qui est beaucoup plus important, puisque en fait, les besoins de chauffage dans les nouvelles maisons sont très faibles. Donc, toutes les pompes à chaleur peuvent y aller. Donc, on a de l'Atlantique, du Hitachi, etc. Mais ça, c'est pour le neuf. Pour la rénovation, on a besoin d'assurer un maintien de puissance. Il est préférable de prendre dans des marques qui ont déjà du recul, qui ont déjà essuyé des plâtres sur le fonctionnement, puisque on n'a pas mis les pompes à chaleur qu'on a en ce moment sur le marché comme ça du jour au lendemain. Il y a une dizaine d'années que ces produits sont sur le marché. Et pour les premières sociétés comme Daikin ou Mitsubishi qui sont mis sur le marché, c'est vrai qu'on n'a pas de souci. Et maintenant, le souci qu'on peut avoir malgré tout, c'est le souci de dimensionnement. Les puissances qu'on donne, il faut absolument regarder les puissances que la pompe donne à moins 7 degrés extérieurs pour la région parisienne. D'accord. Parce qu'en fait, c'est là le problème du choix en fait, du particulier. C'est qu'il va devoir faire un choix entre deux installateurs, entre deux puissances. Et il ne faut pas regarder la puissance qui est donnée à plus 7, mais la puissance qui est donnée à moins 7, parce qu'il y a certaines pompes qui ont entre 30 et 40% de perte de puissance à moins 7 degrés. D'accord. Effectivement, c'est assez intéressant. Il faut toujours faire attention à ce genre de détails. Donc, je reviens rapidement là sur le cas où vous tombez sur une entreprise qui propose un élément à 1 euro et que ça se passe mal, hein. Je dis bien, dans le cas où ça se passe mal, il y a ce site-là qui est nouveau, qui est proposé par le gouvernement. Ça s'appelle Signal Conso. Vous l'avez sur signal.conso.gouv.fr. Et donc là-dessus, vous voyez, c'est général, ça ne concerne pas uniquement le monde des travaux et de la rénovation, mais vous l'avez ici.
Donc, vous avez la possibilité de parler de cette entreprise qui a mal effectué les travaux ou qui vous a arnaqué ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Et donc, en fait, ils vont d'abord essayer de régler le problème à l'amiable. C'est dur de parler ce matin. À l'amiable. Donc ça va pas tout de suite aller très loin dans l'utilisation du pouvoir judiciaire, mais ça va d'abord essayer de régler le problème à l'amiable et de voir si quelque chose est possible de faire. Donc ça, c'était pour le point sur au cas où on tombe sur une mauvaise entreprise pour une offre à 1 euro. Est-ce que M. Ansart est de retour avec nous? Parmi nous, non. Je vois Alex Sud Parisienne. Est-ce que c'est Monsieur Leduc qui est là? Non, non plus. Ok. Donc je reviens sur les questions. Que pensez-vous des pompes à chaleur gaz nouvelle génération de marque Boots Head? Une question de Monsieur Kamel, de Monsieur Tayat. Monsieur Castor? Je ne connais pas cette pompe à chaleur. Je connais pas le nom. Donc Ouais, je peux pas m'avancer. Mais plus le nom est connu, moins vous avez de risques. Exactement. Parce qu'en fait, vous allez avoir des gens qui vont arriver sur le marché avec des pompes à chaleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moindre référence est découpée pour avoir les aides. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle rentre dans un référentiel. Et si la marque n'a pas fait de démarche en amont, vous risquez d'avoir une pompe à chaleur qui fonctionne, plus ou moins, mais vous n'allez pas avoir droit aux aides parce qu'elle ne répondra pas à un référentiel qu'a demandé l'État. D'accord. D'accord, très bien. Donc attention au référentiel, attention à la qualification, aux assurances. Oui. Et je vous avoue que je suis un peu dans la même situation. Je ne connaissais pas du tout ce système-là et cette marque Boost Head. Le pompe à chaleur gaz nouvelle génération. Ouais. Alors gaz, c'est le nouveau gaz, c'est peut-être du R32. Oui. Les fabricants sont en train de basculer un peu tous sur les R32. Leur difficulté, c'est qu'en fait, ce fluide frigorigène est inflammable et pour l'instant, il y a même des endroits où on ne peut pas le mettre, entre autres dans les endroits recevant du public. Excusez-moi, ça a coupé par rapport au son. On n'a pas entendu la fin de votre phrase. Oui, le fluide frigorigène de nouvelle génération, le R32, est inflammable. Donc, en fait, tous les fabricants sont en train de les basculer petit à petit, tout en respectant les sécurités. Et dans certains cas, ces produits, même avec les sécurités données par le constructeur, les ERP les oublient. D'accord. Ouais. Donc, je vois Vous m'avez entendu ? Ça a été clair pour tout le monde ou il y a besoin de répéter? Je vois, monsieur, donc une innovation française brevetée, la première chaudière gaz qui fonctionne comme une pompe à chaleur pour votre chauffage et votre eau chaude. Donc apparemment, monsieur, vous avez dû faire un espèce de copier-coller par rapport au site, j'ai l'impression. Et donc, wow, c'est nouveau. Le site internet, il veut rien dire. Il faut aller sur les, Oui. sur les Ouais, on a un gros problème avec votre son, monsieur Castor. les qualifications du. Il y a un vrai bug. Votre son est très ralenti. Vous m'entendez là maintenant ou pas? Ah, c'est beaucoup mieux, oui. Donc, je disais qu'il y a une liste de produits si elles sont bien référencées, c'est tout. Le constructeur, il peut vous dire ce qu'il veut, les sites internet peuvent vous dire ce qu'ils veulent, mais il faut que ça réponde à la liste des produits qui sont pris en compte. Ouais, faut se méfier donc un peu sur ce qu'on voit sur les sites promoteurs de nouvelles technologies, parce que bien sûr que ils vont essayer de vendre leurs nouvelles technologies, donc ils vont forcément mettre en avant des chiffres un peu racoleurs.
C'est ça. De toute façon, pour ce genre de choses, je suis plutôt partisan de partir sur quelque chose qui est maîtrisé par les artisans. Et au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. Comment prendre rendez-vous pour exposer ses besoins? Alors, vous pouvez parfaitement le faire soit en nous appelant donc, directement à la LEC. Le numéro, c'est le suivant. Donc, je vais le noter ici directement. D'ailleurs, j'invite les professionnels en message à mettre vos coordonnées, adresse mail et numéro de téléphone. Comme ça, si vous, particulier, vous avez envie de discuter avec eux, ben, vous pourrez les joindre via les coordonnées laissées en message par les professionnels. Moi, de mon côté, je laisse le numéro de la LEC sur le côté. Vous enverrez un compte-rendu de cette séance. Bien sûr, il y aura l'enregistrement disponible sur le site de la LEC. Donc, vous pourrez parfaitement retourner sur le site. Il sera en podcast et vous pourrez réutiliser ça tranquillement dans votre bain avec votre petit verre de champagne. J'ai vu un petit texto passer. Oui. C'est climalise, pas climatise. Hein. C'est climalise, vous Climalise. climatise. Oui, Oui. c'est un Climalise. L, pas un T. Oui, monsieur Kamel, exactement, c'est Climalise. Voilà, il Pas de en souci, est pas de désolé. souci. Il n'y a pas de C'est pour souci. éviter que vous vous trompiez. Tout à fait. Hop. Donc, je mets le numéro de la LEC. 39. Hop. Ah oui, mais il a répondu que à André. Mais je voudrais répondre à tout le monde. Hop, je remets ici. Est-ce que, donc là, monsieur Ansar, je suppose qu'il est toujours indisponible. 7. Donc là, je viens de partager avec vous le numéro de la LEC. Donc, si vous avez besoin d'approfondir un peu plus vos questionnements, votre projet, vous avez parfaitement la possibilité de nous appeler donc, au numéro que je viens de partager, que je répète ici à voix haute, donc le 09 83 39 27 03. Et il y a une permanence donc téléphonique du lundi au vendredi, 9h30, 12h30, 14h, 17h30. Je vais remonter, donc je vais maintenant passer à la question de Madame Mativé. Donc l'isolation intérieure dans maison mitoyenne de 70 mètres carrés datant de 71 est-elle possible? Quel impact sur la superficie, le coût moyen? Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure un peu Madame Mativé par rapport à l'isolation intérieure. Elle est parfaitement possible, quel que soit le logement. Cependant, il faudra bien réfléchir à l'impact que ça va avoir sur votre superficie. Sachant que pour la résistance thermique qu'on va poser au niveau des murs, on va être sur du 3,7. Et 3,7 en termes d'épaisseur, que je retrouve ça, on va être entre 12 et 15 cm d'épaisseur pour l'isolation. Donc ça veut dire, Madame Mativé, que vous allez perdre, on va dire, 14 cm sur tous les murs intérieurs. Mais ce qu'il y a, c'est que si on fait les 4 murs, sur une longueur, c'est pas 14 cm qu'on perd, mais 28. Et pareil sur la largeur, 28 aussi. Donc il faut penser à tout ça. Comment? Sur les murs extérieurs. Oui, c'est exactement c'est ce que j'ai dit au début de cette réunion. L'isolation extérieure, au moins, vous évitez ça et vous évitez tous les ponts thermiques. Et, Non, c'est pas ce que je disais. En fait, vous avez dit sur tous les murs intérieurs, mais c'est tous les murs intérieurs qui donnent sur l'extérieur. Oui, exactement. Oui, oui, c'est vrai que j'ai pris le cas comme si c'était juste un carré la maison. Mais effectivement, c'est sur tous les murs qui donnent sur l'extérieur, vous allez perdre donc 14 cm. C'est ça. Merci de me reprendre, Monsieur Gastor. C'était exactement ça. Donc voilà, Madame Mativé, pour répondre à votre question, il faudrait, à la limite, la meilleure chose à faire, c'est de faire un devis par un professionnel, de voir ce qu'il propose, lui. Mais comme je vous disais, donc ce sera entre 12 et 15 cm qui sera posé
parce que pour débloquer les aides financières, il faudra une résistance thermique au moins égale à 3,7. Je vais remonter, je vais voir s'il y avait d'autres questions. Est-ce que vous enverrez le compte-rendu? Donc ça, c'est fait. Hop. Qu'en est-il des crédits d'impôt pour les pompes à chaleur en 2020? Hop, alors on va passer dessus sur les aides financières. Et du coup, si Monsieur Castor, vous avez des choses à ajouter là-dessus, vous êtes bien sûr le bienvenu. Hop, pour le crédit d'impôt, voilà, je vais mettre ça en partage d'écran. Hop, vous voyez un peu vous voyez tous cette petite vignette. Donc, concernant le crédit d'impôt, il faut savoir qu'il y a un nouveau crédit d'impôt aujourd'hui. Donc, pour toutes les personnes qui sont éligibles aux aides de l'ANA, donc pour les revenus modestes et très modestes, d'ailleurs, j'ai le tableau juste là, pour que vous puissiez rapidement vous situer. Voilà. En gros, si vos revenus sont supérieurs à cette colonne-là, par rapport à votre nombre de personnes qui composent votre ménage, vous êtes considéré comme revenu intermédiaire et plus. Donc, vous n'êtes pas éligible aux aides de l'ANA, donc vous n'avez pas le nouveau crédit d'impôt qui est MaPrimeRénov'. D'accord? Donc, aujourd'hui, le crédit d'impôt, ça s'adresse uniquement aux personnes qui ont des revenus supérieurs à cette colonne-là. Donc, rapidement, je pense que vous pouvez vous situer. Vous regardez le nombre de personnes qui composent votre foyer, votre revenu fiscal de référence, et vous voyez si vous êtes au-dessus ou en dessous. Donc, si vous êtes au-dessus, c'est que vous avez le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, aujourd'hui, donc pour les revenus intermédiaires, ça veut dire les revenus entre 25 000 et 27 000 quand on est tout seul. Juste un instant, oui. Vous dites supérieur, c'est inférieur au revenu. Alors, c'est-à-dire que inférieur à la colonne, à la colonne que vous avez indiquée, vous avez le droit au nouveau crédit d'impôt supérieur dans les revenus. Voilà, supérieur à cette colonne, vous êtes crédit d'impôt. Inférieur à cette colonne, vous êtes MaPrimeRénov'. C'est ça? Il n'y a pas de crédit d'impôt sur les revenus supérieurs aux revenus modestes. Si vous avez un revenu qui est, par exemple, si vous avez un revenu qui est à 26 000, vous n'avez pas de MaPrimeRénov', vous avez un crédit d'impôt. Pas pour tous les travaux, mais pour la plupart des travaux, il y a un crédit d'impôt. Est-ce que c'est… Moi, pour ce qui est des fenêtres, c'est comme ça que ça se passe, ouais. C'est ça. Supérieur à 25 000, là, oui. On passe sur l'ancien crédit d'impôt à déclarer en mars l'année prochaine. Voilà. Et en inférieur, on est sur MaPrimeRénov' où il faut passer par l'ANA. Tout à fait. Enfin, pour les fenêtres. Oui. Pour la pompe à chaleur, je pensais qu'il était annulé. Donc, Non, alors regardez, on va voir ça tout de suite ensemble. Pour la pompe à chaleur, il y a un crédit d'impôt résiduel. Hop, que je revois ça avec ma fiche. Effectivement, pour les pompes à chaleur RO, par exemple, RO, on a 4 000 €. Ah non, ça c'est MaPrimeRénov', pardon, excusez-moi. Je ne suis pas sur le crédit d'impôt. Là, crédit d'impôt. Pompe à chaleur RO, c'est 2 000 €. Il y a un crédit d'impôt encore de 2 000 €. Ah, d'accord, oui, qui a été fortement réduit. D'accord, ok. Et par contre, si le revenu, je reviens dessus, si le revenu est supérieur à cette colonne-là, il n'y a plus de crédit d'impôt. D'accord. Il y a une toute petite tranche de population qui peut encore avoir un crédit d'impôt. C'est la tranche entre 25 068 et 27 706. Donc, si vous vous situez entre ces deux colonnes, vous avez un crédit d'impôt pour les travaux. En dessous, vous avez MaPrimeRénov' et au-dessus, vous n'avez plus de crédit d'impôt. Par contre, il y a des aides qui sont sans condition de revenu. Les aides C2E, les primes C2E, fournisseurs d'énergie, il n'y a pas de condition de revenu. Et il y a l'aide du département aussi,
Je vais revenir plus en détail. Et du Gâtinais. Et du Gâtinais, exactement. Voilà, les aides départementales, régionales, elles, régulièrement, souvent, elles sont sans condition de revenu. Et donc, pour en revenir sur la question sur le crédit d'impôt pour la pompe à chaleur, donc si votre revenu est dans le bon créneau, vous pouvez encore avoir un crédit d'impôt de 2 000 euros. Voilà ce qui est possible d'avoir. Sachez que la présentation qu'il y a ici, donc c'est enregistré, et pour ceux qui le souhaitent et qui le désirent, je peux envoyer aussi les diapos. Hop, on va essayer de revenir rapidement sur les questions. Hop. Il y a un monsieur qui demandait un exemple. Un exemple, on va faire ça tout de suite. Alors, hop. Vous pouvez faire un exemple d'indemnisation pour un foyer de 75 000 euros, par exemple. Et monsieur Gérard est preneur des diapos. Parfait, je note. Monsieur Gérard, je vais noter. Et monsieur Diallo aussi. Bon, de toute façon, je pense que je renverrai ça à tout le monde. Et vous serez libre d'en faire ce que vous voudrez par la suite. Donc, l'exemple pour monsieur Tayat. Donc, un foyer, 75 000 euros. Combien de personnes composent le foyer? C'est la question. S'il peut me répondre par message. 4. 4 personnes. Parfait. Et ce serait pour quels travaux? Ce serait pour une pompe à chaleur? PAC. OK. Une pompe à chaleur. Vous avez quoi? RO? RR? Vous savez ce que c'est, ce que vous voulez précisément? Monsieur RO. Parfait. Eh bien, nous allons faire l'exemple en direct avec vous pour voir un peu comment ça fonctionne. Je remets le partage d'écran. Alors, revenons-en ici. Donc, on va regarder d'abord par rapport à vos revenus. Donc, pour l'exemple, on a 75 000 euros, 4 personnes. Je regarde ici, 4 personnes, 75 000 euros. Donc, on est dans la flèche revenus, les revenus les plus élevés pour 4 personnes. Hop. Donc, je reviens sur mon tableau. Je sais que je n'ai pas ma prime rénov déjà pour la pompe à chaleur RO. Et ici, par rapport au crédit d'impôt, on est dans cette colonne-là, revenus les plus élevés. Et pour la pompe à chaleur, il y a donc, comme disait M. Castor, il n'y a plus de crédit d'impôt. Hop, il y a un micro qui s'est allumé. Voilà. Donc, il n'y a plus de crédit d'impôt pour la pompe à chaleur. Cependant, Monsieur Tayat, vous habitez sur quel département? 91. Vous avez tout de même l'aide du département. Et donc là, on y arrive pour l'aide du département du 91. Je remets le partage d'écran. Voilà. Et donc, l'aide du 91, c'est la prime écologie 91. Et cette aide-là, la voici. Condition générale, c'est tous les propriétaires occupants essonniens. Et que, d'ailleurs, je vais en revenir après, mais il y a des petites modifications, des nouveautés qui ont été rajoutées pour la prime écologie 91. Donc, c'est votre résidence principale et c'est sans condition de revenu. Et lui, la prime écologie, pour votre chauffage, pompe à chaleur, il va vous proposer donc 30% du montant hors taxes et travaux, compris entre 3 000 et 6 000 euros. Donc, vous installez votre chaudière, votre pompe à chaleur, on va dire que vous en avez pour 13 000 euros, pose et matériaux compris. Et sur les 13 000 euros, vous n'aurez pas 30% de 13 000 euros, mais 30% du montant hors taxe, donc 30% compris entre 3 000 et 6 000. Ça veut dire qu'au maximum, vous pouvez avoir 1 800 euros. Avec un petit plus, un petit bonus, un bonus de 500 euros. Hop, le voilà. Vous avez un petit bonus de 500 euros si vous posez un équipement utilisant une énergie renouvelable. Et donc, la pompe à chaleur est considérée comme étant un moyen de production de chaleur renouvelable. Et bien, donc, vous avez le bonus de 500 euros. Ce qui signifie que pour une pompe à chaleur, on va dire, de 13 000 euros, je reprends l'exemple, vous aurez droit à 2 300 euros de la part du département. En plus de cela,
vous aurez droit aussi à des C2E. Donc, c'est la prime des fournisseurs d'énergie. Et pour les C2E, pour une pompe à chaleur, Monsieur Castor, dites-moi si je me trompe, mais Ça varie en fonction de ce que vous avez comme chaudière existante. Si c'est du fioul ou du propane, vous avez le oui, droit au maximum. Si c'est c'est- une chaudière à condensation, vous avez droit à rien. Si c'est une oui, chaudière normale, Vétus mais normale, oui, vous avez le droit à un montant inférieur, mais de tête, je l'ai pas, ça doit être de l'ordre de 2000 ou 2500 € d'accord. maximum. Là, Monsieur Tayet précise que c'est une chaudière à gaz qu'il a. C'est une Gaz chaudière à condensation. propane ou gaz de ville? Hop, Monsieur Tayet, c'est de gaz de ville. Alors, je vais peut-être pas jouer pour ma paroisse par rapport à ça, mais il est préférable par rapport au coût de l'investissement de partir sur une chaudière gaz à condensation. Je n'en fais pas, hein, Mhm. puisque le coût a, et pour une fuel, pour une fuel, c'est le maximum en fait. Mhm. Le gaz de ville, si vous l'avez dans votre habitation, une chaudière, ça va vous coûter allez, 5 000 6 000 grand maximum. Mhm. Une pompe à chaleur, vous allez avoir un coût entre 13 et 15 000 € pour une maison de 100 à 150 mètres carrés. Ouais, c'est ça. Donc, le coût est vraiment plus intéressant sur la chaudière gaz de ville, tout en sachant que malgré tout, la pompe à chaleur a une économie par rapport au gaz de ville à hauteur de 10%. Et Mhm. la différence entre le coût d'achat de la chaudière gaz et la pompe à chaleur fait que l'amortissement est impossible. Donc, si vous avez une chaudière gaz de ville, Mhm. je vous conseille vraiment de partir sur un changement par une chaudière, en fait. Mhm. Et Si vous cherchez la rentabilité, après, si vous cherchez l'écologie, il est certain que écologiquement, la pompe à chaleur est plus appropriée en termes de CO2 et en termes de consommation d'énergie. tout à Maintenant, fait. le coût a aussi une importance et les aides étant diminuées, il est quand même assez préférable de regarder un peu le retour sur investissement. Exactement. Et par contre, comme je crois qu'il y a une question, c'est Monsieur Gérard Tritz qui disait pour remplacer une chaudière fuel. Là, en revanche, la pompe à chaleur est assez intéressante. Oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, au coût du fuel, vu qu'on a eu une diminution du coût du fuel qui est descendue à 0,60, mais là, qui est en train de remonter petit à petit, c'est vrai que pour cette année, ça a fait réfléchir certains de mes clients qui m'ont dit que bah, ils remettaient à l'année prochaine leur achat. C'est pas Hmm. forcément une très bonne idée parce que l'année prochaine, on ne sait pas de quoi seront fait les aides. Et je conseille fortement pour ceux qui sont au fuel de basculer parce que le prix a diminué fortement d'un seul coup, mais il peut, à l'inverse, réaugmenter très rapidement avec des taxes qui pourraient être mises par l'État. Aujourd'hui, l'État paye pour pouvoir aider les gens à passer Hmm. au fuel. Demain, le fuel va être taxé de manière très importante pour pouvoir récupérer les aides qui sont données aujourd'hui aux gens qui font le pas d'investir dans des systèmes écologiques. Hmm. Tout à fait. Ben, merci pour toutes ces informations, Monsieur Castor. Je vais remonter pour voir si nous avons encore d'autres questions. Oui, est-ce que je peux prendre la parole Oui, éventuellement? allez-y, Madame André, je vous en prie. Pour tous ces travaux, faut-il avancer les frais ou sont-ils remboursés dans un deuxième temps ou ils sont-ils pris en charge directement? Alors, ben, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité pour certaines aides financières de demander une avance. Pas toutes le font. Et je sais par exemple que c'est MaPrimeRénov'. Donc si on est concerné par la catégorie de revenus qui peut avoir MaPrimeRénov', donc ce sont les revenus modestes et très modestes, vous avez la possibilité de demander une avance. Pour les aides départementales, la prime écologie, je crois que c'est aussi possible de demander une avance là-dessus. Alors, Je peux oui, intervenir. allez-y, dites-moi. Par expérience, et vu le temps que certains organismes mettent à régler mes clients, euh,
il est préférable d'essayer de passer par un prêt à taux zéro, quitte à le rembourser en anticipation par rapport aux éléments qui vont être avancés. Parce que là, moi, j'ai des clients, ça fait 8 mois qu'ils attendent le règlement de leur prime EDF, par exemple. Mhm. Et les choses traînent. Il y a toujours une virgule qui est mal placée sur les documents. Il y a des allers-retours. Ils n'acceptent pas les documents qui sont renvoyés par mail. Donc, tout se passe par courrier. C'est vraiment très, très difficile. Donc, si vous ne voulez pas avancer de l'argent, vous, de votre côté, il est préférable de monter un dossier avec votre banque en prêt à taux zéro, quitte à le faire disparaître une fois que vous avez reçu vos aides. Mais ne comptez pas sur la totalité des aides pris en avant, à part si vous êtes pris par l'ANA en main, où là, vous avez avec l'ANA la totalité des travaux et la mise en place des prêts qui sont mis de manière certaine en termes de revenus. Mais tout ce qui est aide donnée par les C2E, c'est très compliqué. D'accord. Concernant… Ça veut dire que ce soit l'ANA ou la ALEC, est-ce que vous montez les dossiers Alors, merci, Monsieur Castor. Est-ce que vous montez les dossiers et est-ce que vous accompagnez ensuite? alors nous, à l'ALEC, nous ne montons aucun dossier. Nous orientons juste vers les différents organismes qui, eux, montent ensuite les dossiers. Je sais que, par exemple, pour l'aide du département 91, la prime écologie 91, à partir du moment où votre dossier est rempli et qu'il est envoyé chez eux et qu'il est accepté, il faut compter un mois après pour ensuite recevoir l'aide financière. Ça, c'est pour le cas de l'aide du département, la prime écologie 91. Pour les autres aides, oui, monsieur Donc, Psy. c'est juste pour aussi répondre à Madame André, ce que j'ai vu dans les questions, qu'elle était intéressée par des remplacements de fenêtres. Oui. Alors, je ne sais pas si vous êtes éligible à un dossier ANA. Dans ce cas-là, oui, il faut se faire aider mais l'ANA vous met en relation avec des organismes qui vous aident à monter le dossier. Par contre, effectivement, pour les fenêtres, par exemple, il y a MaPrimeEco 91, ça se fait très facilement via votre ordinateur. Et ça, nous, on peut vous accompagner, vous indiquer où aller. La prime énergie, nous, on est en partenariat avec EFI, donc on peut vous monter le dossier pour la prime énergie. Voilà, donc on vous accompagne en tout cas pour les aides qui sont type Eco 91 et prime énergie. Si c'est un dossier ANA, c'est un dossier plus conséquent à monter. Et là, vous êtes accompagné par d'autres personnes. C'est vrai, vous faites bien de le préciser, monsieur Pissic. En effet, certaines entreprises font pas mal de démarches pour les particuliers pour faciliter la chose. Donc, c'est vrai qu'il faut le préciser et le mettre en avant, ce genre de choses-là. Est-ce que, Madame André, vous avez une autre petite question ou c'est bon pour vous? Non, pas pour l'instant. Merci à vous trois pour les réponses. Parfait. Hop. Donc, pouvez-vous nous indiquer la référence exacte pour retrouver ce compte-rendu? Alors, la référence exacte pour retrouver ce compte-rendu, comme je disais, ce sera sur le site internet de l'ALEC. Nous mettrons en lien, donc, sous forme de podcast, ce rendez-vous. Et comme je disais aussi, je vais envoyer donc la présentation à toutes les personnes qui étaient présentes ici avec nous aujourd'hui. Je remonte au niveau des questions. Si Monsieur Pissic a vu d'autres questions, qu'il n'hésite pas aussi à les prendre. Je crois que Monsieur Ansart est de retour avec nous, c'est ça? J'ai vu. Tout à fait, oui. Il fallait assurer Voilà. la permanence téléphonique derrière. Voilà. Mais oui, on est sur tous les fronts à la LEC. Tu avais noté des questions en particulier, Guillaume? Je ne sais pas du coup. J'ai une question de Madame Sevaux. Je te coupe un peu, je viens de la voir. Possibilité de le faire sans tout détuiler. Possibilité de le faire sans tout détuiler. C'est d'être donc l'isolation de la toiture. Hauteur 10 pour 20 cm sous les tuiles, plus de 3 cm d'air. Est-ce que Madame Sevaux peut activer son son ou pas, si elle est toujours parmi nous? C'est bon.
Oui, oui, du coup, c'est pour préciser un peu votre question. C'était concernant la réisolation de la toiture. Oui. Là, nous sommes partis sur le chauffage et sur le remplacement des fenêtres. Mhm. Et ma question primordiale, c'était l'isolation du toit. Et donc, j'avais fait faire un devis pour l'isolation du toit, réisolé complètement. C'était par la méthode Sarkin. Oui, d'accord. Tout détuilé, remplacé et rehaussé. Mhm. Et retuilé. Et par contre, j'avais aussi demandé avec la méthode ISOSAC. Et Isosac, contre, oui, c'est ça. ISOSAC, voilà. Donc, vous avez mon retour. Monsieur est venu, il m'a dit, écoutez, vous avez 20 cm d'espace disponible, Mhm. plus de 3 cm qu'il faut pour l'aération. Mhm. L'aération, enfin, le circuit d'air en dessous des tuiles. Tout à Et fait. pour avoir un R supérieur ou égal à 6, il faudrait 25. Donc, voilà ma question. Donc, est-ce qu'il y avait moyen de, sans rehausser tout et sans tout détuiler, de renouveler Alors, l'isolation il y d'une a, toiture pour il y avoir a un bon coefficient? bien sûr, il y a des isolants couches minces qui existent, qui permettent d'avoir une bonne résistance thermique tout en réduisant l'épaisseur de l'isolation à mettre en place. C'était quel isolant précisément que le professionnel s'est proposé d'installer? Alors, par la méthode Sarking, c'était du Oui, polyuréthane. On met de la laine de verre, on remplace notre laine de verre par une laine de verre neuve et oui, on surélève la toiture, on pose les panneaux de polyuréthane. d'accord. Donc, et pour l'isosac, donc c'est là où Les il a mis sacs, les. voilà, donc ce sont des sacs avec double, enfin, tout près, enfin, qui Mhm. découpent quand même à la dimension euh, du- des morceaux à isoler. Mhm. Et dedans, ils insufflent de la ouate de cellulose. D'accord, Voilà, donc ça, c'est un très bon déphasage. Donc, en effet, exactement. par contre, le polyuréthane, je pense que le déphasage est moins bon. Et en plus, c'est moins économique. On a eu petite. Oui, c'est à côté de Monsieur Castor. Oui, reprenez, Madame Sauveau. Oui, donc la méthode ISOSAC, ce sont c'est de la ouate de cellulose sous pression qui est insérée dans les ISOSAC. Mhm. Il comble comment on appelle ça, les combles perdus qui sont de l'autre côté des, je ne sais pas trop comment, ils mettent de la ouate de cellulose en vrac, soufflée. Donc Oui. là, le coefficient, c'est supérieur ou égal à 7. Mhm. Et donc, le déphasage est nettement meilleur que le polyuréthane. C'est pour ça que c'était C'est intéressant. ça. C'est pour tout ça qui nous gêne. Parce que, bon, finalement, on a des bons, Mais comment ils font pour faire des bons tenir la mousse? C'est dans des sacs, comme des chaussettes un peu. Oui, voilà. Et donc, en Essonne, il n'y a pour l'instant qu'un seul installateur. C'est ça. C'est Unique Rénov à Guillerval. Voilà. Ouais. Et Je leur fais de la pub parce ils ont l'air très, très, très compétents. c'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est le problème qui s'annonce un peu à vous, c'est que vous avez la possibilité d'isoler avec de la ouate de cellulose et avoir une bonne inertie thermique et donc un meilleur confort d'été. Cependant, l'épaisseur installée ne vous permettrait pas d'avoir les aides financières. C'est ça, voilà. C'est ça. Alors qu'avec les méthodes Sarking, ce sera possible. Mais ce sera isolation donc avec du polyuréthane, donc c'est un matériau issu du pétrole et qui en termes d'inertie thermique n'est pas forcément est moindre que celle qui est proposée avec la ouate de cellulose. Donc le confort d'été sera moins intéressant. C'est ça, voilà. Maintenant la chose qu'il faut regarder, c'est que la déperdition d'une voiture, c'est 30% de votre maison environ. Et quelle va être l'aide qui va vous être donnée et quel gain vous pouvez faire dans l'une ou l'autre des parties. C'est ça qu'il faut regarder. C'est le coût au final que ça peut vous coûter. Est-ce qu'avec les aides, si ça coûte plus cher et que vous arrivez à un résultat qui est moindre en différence, c'est intéressant de prendre la chose qui est pas forcément pris par l'État, mais qui vous amène
une souplesse plus importante et malgré tout une isolation de toiture. Et sur une maison en rénovation, vous n'arriverez jamais à une RT 2012. Non, oui, j'en suis consciente. Voilà, c'était un peu notre dilemme. Voilà. Mais de toute façon, Madame Sevaux, nous restons en contact. Hein. Vous m'aviez envoyé des devis, c'est ça? J'attends le devis de Unique Rénov. Donc, je vous Oui. l'enverrai si vous êtes toujours intéressé de l'avoir. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous ferons comme ça. Parfait, donc merci Madame Sevaux. Si on a déjà établi des devis, donc c'est une question de Monsieur Lopez. Comment établir le lien entre l'artisan et les aides? Donc si le devis est déjà établi, il n'y a aucun problème. Vous pouvez parfaitement faire vous-même les démarches pour les aides financières. C'est vrai, Monsieur Pissic l'annonçait tout à l'heure que certaines entreprises font les démarches pour les particuliers. Mais si vous avez un devis d'une entreprise qui est qualifiée RGE, mais qui malheureusement ne fait pas les démarches d'aide financière, vous pouvez parfaitement le faire vous-même. Concernant les primes fournisseurs d'énergie, il y a des sites internet, c'est des simulateurs qui vont comparer les offres, ils vont vous proposer une liste d'offres de fournisseurs d'énergie, et vous choisirez l'offre qui vous intéressera le plus. Sur ces sites-là, il y a nrpo.fr, il y a primeenergie aussi.fr, c'est des sites qui permettent de simuler un peu les aides C2E que vous pouvez avoir pour vos travaux. Donc ça, c'est une fois… Oui. Attention à ça aussi, de ne pas trop vous étaler sur Internet parce qu'il y a des sites aspirateurs de coordonnées et après vous allez être démarché à tour de bras. C'est vrai. Faut faire attention à tout ça. Concernant les aides régionales, départementales, avec votre devis, vous pouvez parfaitement les faire et ça se fait souvent sur Internet. Avec l'aide de l'entreprise, parce qu'il faut des coups de tampon, des signatures, etc. Oui, c'est ça. Et pour les aides nationales, alors si vous êtes éligible à MaPrimeRénov', c'est pareil, ça se fait sur Internet, maprimerenov.gouv.fr. Si vous n'êtes pas éligible à MaPrimeRénov', donc au crédit d'impôt, le crédit d'impôt, ça se fait au moment de votre déclaration de revenus. Si vous avez fait les travaux en 2019, donc c'est en ce moment qu'il faut déclarer le montant des revenus, enfin le montant des travaux que vous avez effectués. Il faut faire attention aussi au niveau des revenus. Oui. J'ai eu le cas pour des clients qui ne m'avaient pas dit qu'ils avaient fait d'autres travaux qui étaient éligibles au crédit d'impôt sur d'autres choses et qu'au final, ils ont limité leur crédit d'impôt. Ils ont épuisé leur stock. Oui. Exactement. Et que le crédit d'impôt, enfin la valeur qui est donnée pour un certain temps au niveau de la maison. Je crois que c'est 4 ans, 3 ou 4 ans, 5 ans. Monsieur Ansart, c'est quoi, c'est 5 ans, c'est ça? 5 ans. Ouais. Si Monsieur Ansart peut me confirmer tout ça. Bon, il a disparu. Donc on revient au niveau des questions. Si une personne a une question à poser, là, il est autorisé à ouvrir son micro et à poser la question, il n'y a aucun problème. Hein. Bonjour, c'est Ousmane. Bonjour Monsieur Tritz. Donc on a Monsieur Tritz et juste après on passera avec Monsieur Diallo. D'accord. Oui, je bloque. Donc ma question est la suivante. J'ai déjà bénéficié l'année dernière, j'ai fait remplacer mes huissiers dans la maison et j'ai bénéficié d'une prime écologie. Oui. Et cette année, donc j'envisage de remplacer ma chaudière fuel par une PAC. Et donc je souhaite savoir si je peux toujours et encore bénéficier d'aide. Alors, en sachant que visiblement, étant donné qu'on a des revenus supérieurs à ce qui est prévu pour avoir des aides, voilà, moi je parle de la prime éco et éventuellement de la C2E. Alors, la C2E, il n'y aura aucun souci. Pour la prime écologie, donc vous l'avez fait l'an dernier, c'est ça? C'est-à-dire qu'on a fait les travaux l'an dernier et j'ai touché la prime, une prime qui est… Vous avez eu 900 € pour les… C'est ça. C'est ça? Oui, tout à fait. 900 €. Hop, donc pour la prime écologie que je regarde,
Est-ce que Monsieur Ansar est de retour avec nous? Non, il n'est pas disponible. Alors, pour la... Oui, Monsieur Castor. On est un peu noyé sur. Enfin, je vois l'hésitation que vous avez sur les différents points. On est un peu noyé sur les différents décrets qui sont arrivés les uns derrière les autres. C'est pour ça que c'est assez difficile de vous répondre comme ça du tac au tac, parce qu'il y a tellement de choses qui se croisent que pour avoir l'information, il faut vraiment être très pointu surtout. Ah oui, alors j'ai la réponse, excusez-moi, je vous coupe, Monsieur Castor, c'est par rapport à la prime écologie. Il n'y a qu'une seule demande par foyer pour la période 2019-2021 qui est possible. D'accord. Voilà. Donc, là, vous auriez droit éventuellement au C2E pour la pompe à chaleur. d'accord. Voilà, ça s'arrêtera là. Et donc, pour bénéficier de cette prime C2E, on se renseigne à quel endroit? C'est Internet Alors, qui a... soit auprès de votre fournisseur d'énergie ou auprès d'un autre fournisseur d'énergie. Il faut savoir, ils le font tous. Vous n'êtes pas obligé d'être client chez eux pour avoir une offre C2E. Ou alors, carrément, comme disait M. Pistic, certaines entreprises proposent directement les C2E. D'accord. Hop, donc j'ai 5 ans, ouais, c'est ça pour ma prime rénov. Donc voilà. Merci pour l'introduction de la part de Alex Sud Parisienne. Merci, Ousmane. Ouais. Oui, monsieur Diallo. Oui, j'aimerais savoir pour l'isolation des murs par l'extérieur à 1 euro, est-ce que c'est fiable ou pas? Oui. Des Alors, murs extérieurs, je suis au courant des combles perdus, du plancher bas, du plafond d'un garage qui correspond au plancher bas d'une pièce chauffée au-dessus. oui. Mais des murs extérieurs, on n'a pas de publicité aujourd'hui. En fait, on se fait submerger par des publicités, l'isolation thermique par l'extérieur à 1 euro. Oui. Alors, pour l'isolation extérieure, c'est comme pour tous les systèmes à 1 euro, il faut faire très attention, ça dépendra grandement de vos revenus. On peut s'y approcher si on est éligible ANA ou MaPrimeRénov'. Et donc, si on est éligible MaPrimeRénov' dit que pour les revenus très modestes, donc je vais vous reprendre le tableau pour vous montrer. Hop. Tac. Alors, pour les revenus très modestes, je reviens sur mon tableau. Les conditions de ressources, voilà. Donc, pour les revenus très modestes, donc les revenus inférieurs à cette colonne-là, vous pouvez, grâce à MaPrimeRénov' et les C2E, financer au maximum 90% des travaux, pas plus. Donc, logiquement, officiellement, c'est difficile d'atteindre cette isolation thermique extérieure à 1 euro. Pour que 10% des travaux fassent 1 euro, il faudrait que le coût total des travaux soit à 10 euros, quoi, presque. D'accord. Donc, après, c'est pour ça que c'est des cas très particuliers. Imaginons, vous êtes revenu très modeste et essonien. Vous avez donc 90% des travaux qui peuvent être financés par MaPrimeRénov' et les C2E. Et vous avez aussi l'aide du département qui peut venir s'ajouter. D'accord. Et l'aide du département, comme je l'ai dit, la prime écologie 91, elle est de 2300 euros maximum. Donc, vous pouvez avoir des cas où vous avez 95, voire 100% des travaux presque financés par les aides financières. Mais ce n'est pas pour tout le monde. D'accord. Donc, l'ITE à 1 euro, il faut faire extrêmement attention à ça. Ok, non, mais c'était pour avoir un discours un peu commun envers les particuliers parce que je suis conseiller aussi Info Énergie dans l'ALEC de SEM. Ah, ben bonjour, enchanté. Oui, mais j'habite le 91, j'habite Corbeil. Donc, d'accord.
j'ai vu ce café Renault, ça m'intéressait. Je pense qu'en fait aussi, certaines entreprises démarchent les particuliers pour leur proposer ce dispositif, Oui. mais ils ne terminent pas forcément les travaux. La plupart des entreprises, des clients que j'ai eu, des particuliers que j'ai eu au téléphone, les entreprises viennent tout de suite faire signer les documents aux particuliers en leur proposant ce dispositif. Et dans la foulée, ils ramènent du matériel, ils commencent le travail, mais ils ne l'achèvent pas. Ils font un petit bout, ils disent ils reviennent dans un mois. Ah oui. Et quand ils partent, c'est fini, tu rappelles derrière, plus jamais le téléphone, personne ne décroche. Donc aujourd'hui, beaucoup se font avoir par ce dispositif d'isolation à 1 euro, auquel il faut faire beaucoup attention. C'est vrai que ça existe, comme vous l'avez dit, avec l'aide de ma prime rénov', avec des revenus modestes, très modestes. La combinaison avec le C2E plus les aides locales, s'ils ont droit, ça peut passer presque à 1 euro, mais il y a toujours un reste à charge avec une entreprise sérieuse. Mais voilà, c'est vrai que ça n'existe pas, mais ils font des combinaisons entre les dispositifs d'aide qui existent pour, à 90% justement, financer par les aides financières. Exactement. Donc là, encore une fois, on va vous ramener un peu sur le site signal.conso.gouv.fr. Comme l'a très bien expliqué Ousmane, si vous tombez dans le cas malheureux de cette famille qui a commencé une ITE à 1 euro et que l'entreprise a pris la fuite après avoir posé 3 panneaux, donc nous, on vous orientera vers ce site. Et ça a quel but en fait? Pourquoi ils font ça? Pardon? C'est quoi le but de l'entreprise? En fait, ils vont récupérer les aides financières, ils vont prendre tous les C2E et ils vont prendre ma prime rénov' parce qu'à partir du mois de juin, les entreprises pourront être mandatées par les propriétaires pour faire les démarches. C'est ça. C'est ça, Ousmane? Oui, c'est ça. Justement, en fait, tous les documents à faire signer par les particuliers, c'est des documents de mandat, c'est les particuliers qui les autorisent à faire la démarche auprès de l'ANA, auprès des C2E, justement, pour récolter ces aides financières. Mais ces aides financières seront versées à l'entreprise directement. Donc, le particulier, lui, dans sa tête, bon, je paye 1 euro, j'ai rien à foutre, donc je m'en fiche. Exactement. Donc, c'est l'entreprise en fait qui s'enrichit, qui font des tas d'isolation à 1 euro pour tas de particuliers, pour une centaine, 2 centaines. Oui. S'enrichir rapidement. Donc, de ce fait, il faut signaler rapidement Signal Conso, comme vous l'avez dit, pour que cette entreprise soit. C'est ça. Mais c'est exactement ce qu'a dit Ousmane, hein. En fait, ils vont essayer d'avoir un maximum de chantiers. Un maximum. Donc, ils vont appeler. Souvent, c'est les entreprises qui font du forçage téléphonique, si je puis dire. Et donc, ils vont faire un maximum de contrats. Ils vont faire signer des mandats. Donc, ils vont faire tout à votre place et faire les demandes d'aide. Mais eux vont recevoir les aides financières sur leur compte. Et donc là, on a eu le cas où ils sont venus poser 3 panneaux et puis ils sont partis, mais ils ont fait ça sur plusieurs entreprises, sur plusieurs particuliers. Et donc, ils ont récupéré toutes les aides. Donc, en fait, Monsieur Castor, c'est ça, l'intérêt, il est là pour eux. Il ne suffit pas de signer les documents avant de pas signer une réception de chantier avant de faire les démarches. Pardon, on vous entend très mal. Il ne faut pas signer les réceptions de chantier en début de chantier, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, exactement, c'est un bon conseil. Et justement, si je peux rebondir là-dessus, donc Madame André, qui fait le suivi des travaux? Qui fait le suivi? En tant que particulier, moi personnellement, je n'y connais rien. Donc moi, je vais faire forcément confiance à l'entreprise qui va venir faire les travaux. Et comment je peux être sûre que cette entreprise fait les travaux dans les bonnes pratiques professionnelles? Oui, parfaitement. Je ne sais pas si, Ousmane, de votre côté, vous faites un suivi des travaux comme ça? Par retour d'expérience, oui, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Oui. Des fiches en fait type suivi de travaux pour accompagner les particuliers dans la démarche. Mais sauf que nous, on est encore limité pour aller chez les particuliers aujourd'hui. Peut-être que ça va venir avec le déploiement des plateformes territoriales de rénovation énergétique. Oui. Ça va peut-être arriver pour qu'un conseiller puisse se rendre chez un particulier et l'accompagner dans la phase travaux. Mais en amont, on conseille quand même, on donne des précautions à prendre justement pour que le particulier puisse vraiment
être briefé de façon sûre et sereine pour justement la réalisation dans le bon sens des travaux. Par exemple, pour l'isolation à 1 euro des combles perdus, on donne du conseil en amont parce que de nombreuses entreprises proposent ce dispositif aussi. Bien sûr, il existe, mais il faut s'attendre à ce que le travail soit mal fait, bâclé ou fait rapidement parce qu'ils en font une dizaine, vingtaine par jour. En fait, c'est des équipes qui sortent en fait toute la journée. Ils font que ça, 2 heures, 3 heures, ils font ça. Mais en amont, nous avons les clients au téléphone, les particuliers au téléphone, pour leur briefer. Attention, veuillez vérifier ça pour être sûr. Est-ce que l'entreprise, il faudrait qu'elle passe en 2 temps. Dans un premier temps, il faudrait qu'il fasse un état des lieux, faire un relevé, ensuite voir la faisabilité, l'accès, peut y accéder ou pas, la hauteur sous-traitage. Donc, ce sont ces conseils un peu en amont et que l'entreprise puisse vous prendre des photos avant et après les travaux pour que vous puissiez regarder. Mais aujourd'hui, c'est vrai que par les conventions, on est limité, on est freiné pour aller chez le particulier. Mais on peut quand même suivre de près le dossier. Si le particulier veut vraiment qu'on l'accompagne, à chaque fois qu'il a des questions, il nous remonte, on analyse, ensuite il est préparé avant que l'entreprise arrive. Voilà. C'est ça. On étudie aussi les devis, ici, en fait, justement. L'entreprise qui vous propose des devis, 3 devis, on essaie de les analyser, nous, en amont, dans notre côté. En fait, ensuite, on vous fait un petit retour, soit par mail avant la crise sanitaire. On faisait un petit point rendez-vous physique pour vous expliquer un peu le contenu de ces lignes, si les devis sont conformes ou pas conformes. Parce que de nombreuses entreprises sont RGE, mais ils ne sont plus à jour. Parce que, en fait, la qualification RGE, je crois, c'est tous les ans sur le site de FER. Nous, par exemple, le site, c'est le site de FER.fr. Oui. Donc, certaines entreprises ne sont plus à jour, ou bien les assurances leur limitent, en fait, sur certains secteurs géographiques. Donc, ce sont des choses que nous, on essaie d'analyser et puis on fait un retour, on remonte ça aux particuliers pour qu'ils soient préparés en amont avant le retour de l'entreprise ou avant la phase de réalisation. D'accord. Et il faut 3 devis non signés. Alors, idéalement, nous, ce qu'on propose, après ça c'est chez nous, on demande aux particuliers de récolter plusieurs devis, sauf s'il a une entreprise sous le coude. Il a eu des échos d'une entreprise, admettons comme Climalise, on lui a vu en fait justement ici. Bon, finalement, bon, j'ai noté son numéro, je l'appelle, j'ai eu de bons retours justement de sa part. En plus, il vient de l'ALEC, il a été invité par une ALEC, c'est que c'est une entreprise sérieuse. Sauf que nous, on n'oriente pas nos particuliers vers une entreprise X, lambda définie, on oriente vers une liste d'entreprises de chez FER qui sont reconnus garants de l'environnement. Donc, ce qu'on dit aux particuliers, c'est de récolter 3 devis pour maximiser un peu le fait de vérifier et d'analyser ces devis. C'est pour faire marcher la concurrence aussi. Exactement, parce que ça évite la concurrence déloyale. Parce que si on dit aller voir Climalise, par exemple, tout le monde veut installer les pompes à chaleur, on le redirige vers Climalise, par exemple. Voilà, ça nous limite aujourd'hui, dans le cadre du boulot, de faire ça. Mais on peut quand même aiguiller la personne, lui donner les outils aux particuliers de voir à peu près ce devis, il est conforme, il est cohérent. Bon, on va plutôt sur celui-là. Les rendements sur la pompe à chaleur, ça répond aux critères. Il est RGE, il est à jour, toutes les assurances sont bonnes. OK, on part. Les assurances sont les éléments les plus importants. Hein. Il faut bien regarder le détail des assurances des entreprises pour savoir si les travaux qu'ils effectuent sont couverts. Comme vous avez dit, vous n'êtes pas professionnel. Si vous ne faites pas appel à un bureau d'études pour vous aider dans l'expertise des travaux, l'important, c'est que derrière, même si les travaux sont mal faits, que l'assurance puisse prendre en compte les travaux que l'entreprise a effectués. C'est ça. Très bien. Donc, c'est pour ça qu'on maximise de récolter plusieurs devis, histoire de voir. Mais après, si vous avez une entreprise sous le coude, vous pouvez aller sur la personne identifiée de votre réseau tout de suite, hein, sans problème. On n'a pas de problème à ce sujet. C'est ça. Du coup, allez-y, Madame André. Non, je remercie. Qualipac, qu'est-ce que c'est alors? C'est par rapport aux assurances professionnelles? Qualipac, c'est ce qui donne la qualification en fait pour les pompes à chaleur. C'est la qualification qui donne en fait le RGE. Ah, d'accord. C'est-à-dire que nous, on a des process à respecter et Qualipac ne fait pas que vérifier les assurances et la qualification de l'entreprise, mais vient faire un audit tous les 2 ans dans l'entreprise pour valider en fait qu'on ait les bons outils, qu'on vérifie notre outillage, que notre outillage est bien mis à jour, que nos équipes sont
sont bien qualifiés pour la manipulation des fluides frigorigènes. Donc, en gros, voilà, pour répondre à votre question, Madame André, donc c'est vrai que pour l'accompagnement des travaux aujourd'hui, concernant les espaces info-énergie ou les ALEC, ça se fait pas trop, mais ça va se débloquer. Je pense que ça se fera plus à l'avenir. Et comme disait Monsieur Diallo, la meilleure chose à faire, c'est avant les travaux. Si vous passez par un espace info-énergie, vous serez très bien conseillé. Et donc là, vous réduisez au maximum la probabilité de tomber sur un mauvais cas, quoi. D'accord. Okay, merci à tous. Avec plaisir. Nous avons Monsieur Belazrak Mohamed, donc qui propose une étude de cas. En gros, quelles aides pour une isolation par l'extérieur pour un foyer de 6 personnes et un revenu de 25 000 euros? Donc là, on va revenir un peu sur le tableau de tout à l'heure. Hop, que voici. Donc, 6 personnes, le revenu m'avait dit c'est 25 000, c'est ça? C'est ça, rentre dedans. Ouais, c'est ça. Donc là, on est dans la catégorie revenu très modeste. Et donc, isolation par l'extérieur, ça veut dire que vous pouvez avoir l'aide MaPrimeRénov'. Et donc, pour MaPrimeRénov', isolation des murs par l'extérieur, c'est ici. Vous aurez droit donc à 100 € par mètre carré. Donc ça, c'était une première chose. À ces 100 € par mètre carré, vous pouvez cumuler les primes C2E. Il faut savoir que pour de l'isolation par l'extérieur, le coût moyen de ces travaux-là, on est autour de 150 € par mètre carré. Hein, ça, c'est le coût de matériaux et poses comprises par mètre carré, on est autour de 150 €. Donc là, vous avez déjà 100 € financés par MaPrimeRénov'. Et en plus à ça, à MaPrimeRénov', vous avez les C2E qui viennent s'ajouter. Les C2E, pour le cas de revenus très modestes, on va être autour de, je ne vais pas vous dire de bêtises, on va être autour de 30 € à peu près par mètre carré d'aide C2E en plus. Ce qui fait que sur les 150 € du coût de travaux par mètre carré, on va être à 130 € d'aide financière par mètre carré grâce aux aides financières MaPrimeRénov' et C2E. Et en plus de ça, si vous avez la chance d'être sur le département Essonne, vous avez l'aide du département. Et donc, ça fera 2300 € en plus pour ce cas-là. Hop. Voilà. Monsieur Belazrak, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est clair pour vous au niveau des réponses? Vous pouvez remettre le micro si vous voulez, Monsieur Belazrak, pour discuter avec nous. Oui, merci. Oui, voilà. Effectivement, je suis sur le département de l'Essonne en plus. Donc voilà, ce qui fait qu'en plus des 130 € par mètre carré en aide financière, vous pouvez avoir l'aide du département. Et qu'est-ce qu'on peut cumuler, hormis l'isolation des murs extérieurs, dans ma situation, comment dire, installation pour faire des économies supplémentaires? Comme travaux à faire, en plus de l'isolation? Moi, je vous orienterai. Vous avez quoi comme système de ventilation aujourd'hui? VMC. C'est une VMC de quelle année? Je ne saurais pas vous dire, mais… La maison est de quelle année? Vous savez en quelle année a été construite la maison? C'est une vieille maison en Meulière, à 1930. D'accord. Et vous y êtes depuis quelle année, vous, dans cette maison? J'y suis depuis 2016, 2017. 2017. Et du coup, vous ne savez pas du tout s'il y a eu des travaux qui ont été réalisés d'isolation? Même au niveau de la ventilation? Il y a une VMC classique, une VMC autoréglable, d'accord. Ça va être une VMC classique autoréglable. Pour accompagner l'isolation extérieure des murs, ça peut être intéressant de se pencher sur le cas de la ventilation. Par exemple, il y a des systèmes de ventilation pour la rénovation énergétique qui sont assez intéressants. C'est les systèmes hygroréglables. Et ces systèmes hygroréglables, en fait, ils vont venir réduire l'humidité de votre air intérieur. En fait, plus votre air intérieur sera humide, plus l'extraction sera de l'air, plus le renouvellement de l'air sera important, en fait.
Et en fait, ça va avoir la qualité d'assécher votre air intérieur. Et l'air plus sec est plus facile à chauffer qu'un air humide. Donc, votre système de chauffage derrière, eh bien, on va dire qu'il va consommer moins d'énergie pour avoir la température que vous désirez avoir. Entendu, j'ai une chaudière à gaz à condensation. Ouais. Donc, si vous avez un système de régulation, vous avez un système de régulation de température? Oui, un thermostat, vous voulez dire. Un thermostat, exact, par exemple. Eh bien, si vous avez, en plus de votre isolation par l'extérieur, si vous changez la ventilation avec une ventilation hydro-réglable, hein, le coût moyen va être autour de 800, 1000 euros, quelque chose comme ça pour ce genre de travaux. Ben, vous allez Une sonde d'extérieur. Pardon? Une régulation, si c'est un thermostat, pour éviter que le froid pénètre dans les murs avant que son système de chauffage s'enclenche, il peut mettre un système de régulation sur la température extérieure avec une sonde extérieure qui anticipe en fait les démarrages et ça évite que le froid dans la meulière se cumule avant. C'est des choses qui peuvent être faites pour économiser du chauffage. Exactement. Pour que les murs soient à température quand le système de chauffage s'enclenche, quoi. En fait, votre température intérieure, elle descend parce que vos murs se sont imprégnés du froid. Et pour éviter que les murs s'imprègnent de froid et qu'on ait une déperdition plus importante, il faut anticiper la baisse de froid. C'est-à-dire que quand dehors il commence à faire froid, le système de chauffage s'enclenche pour que vous n'ayez pas de déperdition à l'intérieur et que votre température ambiante reste constante. Un thermostat intérieur seul, même s'il est radio ou télécommandé par votre téléphone ou autre, il est préférable d'avoir un système qui soit un thermostat avec une sonde extérieure. Entendu. Et, vos menuiseries que vous avez en place, vous avez quoi actuellement? C'est du double. Double vitrage? D'accord. Pareil, vous savez pas de quelle année date ces menuiseries? C'était déjà en place quand vous êtes arrivé, quoi. Certaines étaient en place, certaines ont été changées. Enfin, bref, il n'y a rien de... Concernant les menuiseries, Monsieur Pissic me confirmera, mais les aides financières sont disponibles uniquement si vous remplacez du simple vitrage. Oui, tout à fait. Il faut que ce soit du simple vitrage à l'existant. Oui. Exactement. Oui. Les cheminées, est-ce qu'il y a des vieilles cheminées dans les meulières généralement? Les vieilles meulières, on a des cheminées qu'il faut essayer d'isoler aussi. Des conduits de cheminée qui sont pas utilisées, je ne sais pas, ce genre de choses. Les conduites de cheminée déjà en place? Non, déjà pas de conduite de cheminée. Non. Au-dessus, au niveau des menuiseries, j'ai des conduits de cheminée, mais qui ont été condamnés. Hein. Condamnés et isolés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de points froids, de pénétration qui peuvent venir. Je ne sais pas. Par contre, moi, ma question, c'est est-ce que sur les fenêtres et les portes-fenêtres, il faut une sorte d'ouverture sur le haut de la fenêtre ou le bas, je ne sais pas, sur le haut en général, pour qu'il y ait un échange d'air avec l'extérieur. Et ça, je n'ai pas sur mes fenêtres. Est-ce que c'est normal? Monsieur Pissic? Oui, la grille de ventilation sur les fenêtres, elle est, sur les fenêtres récentes qui sont très isolantes, on la met systématiquement sur les pièces sèches. Donc, il faut que l'entrée d'air se fasse dans les pièces sèches. Dans les pièces humides, salle de bain, toilette, cuisine, pas d'entrée d'air puisque vous avez vos évacuations de VMC pour que le flux d'air soit aspiré du sec et soit évacué vers l'humide. Donc, effectivement, oui, si ce sont déjà des fenêtres en double vitrage, il faut une grille de ventilation. Les anciennes fenêtres en simple vitrage, j'en avais pas parce que ce n'était pas très étanche. Mais aujourd'hui, c'est très important. Oui, parce qu'il y a certains points de condensation dans la maison à cause de ça. Oui, ça ne m'étonne pas. Il n'y a qu'une dépression qui se réalise puisqu'il n'y a pas d'entrée d'air. Ok. Eh bien, si quelqu'un d'autre a une question qu'il se manifeste. Oui, moi je suis très bavarde, excusez-moi de nouveau, Madame André. Madame André. Pour obtenir les aides, est-ce qu'il faut que ce soit un bouquet de travaux ou une simple… Non, il n'y a pas d'obligation de bouquet de travaux pour les aides financières. Sauf, comme je le disais, pour l'éco-prêt à taux zéro, si vous voulez avoir 30 000 euros d'aide financière, il faudra au moins trois types de travaux différents réalisés. D'accord. Et l'autre question, c'est quelle est la hauteur minimum
pour isoler des combles et un vide sanitaire. Attends. La hauteur minimum pour isoler des combles? Oui. Alors, vous voulez isoler sous rampant ou isoler le plancher bas? C'est isoler sous les rampants? C'est-à-dire. Là, j'ai une toiture qui est d'une part tuile et d'autre part zinc. Ouais. Et donc, dans la partie tuile, c'est isolé par de la laine de verre. Et dans la partie zinc, je ne sais pas, parce que je n'ai pas de trappe pour vérifier ni la hauteur, ni le matériau d'isolation. Et sur le vide sanitaire, la maison est posée sur des... En fait, vous voulez connaître la hauteur minimum de l'isolant à poser ou la hauteur minimum pour faire les travaux, puisque j'avais entendu dire que, par exemple, pour le vide sanitaire, il fallait que ça soit de mémoire 80 cm de haut pour qu'une personne puisse effectuer les travaux, poser des plaques éventuellement, ou voilà. Et pour les combles, je ne sais pas. Là, je vous avoue que vous me posez une colle. Je ne sais pas s'il y a une hauteur minimum. J'invite mes collègues de l'ALEC, s'ils ont la réponse, à se manifester. Pour le toit, en général, non, parce qu'en fait, c'est des combles perdus. Ça va être que ça, de toute façon. Et les combles perdus, forcément, tu as quand même un minimum pour accéder. Et si tu as une trappe d'accès, en général, ça le fait. Surtout si, en projetant la boîte de cellulose, on va dire, c'est les isolants en vrac, ils ont leur raccord, en fait, qui viennent et ils viennent insuffler dans la toiture. En général, sauf les entreprises de toiture qui peuvent vous le dire, mais nous, on n'a pas souvent ces questions. On a quelques questions pour le vide sanitaire, 90, le minimum, pour que quelqu'un puisse y passer et puis travailler en dessous sans problème. Par contre, en toiture, en général, on n'a jamais ces questions, mais du moment qu'il y a une trappe d'accès, c'est déjà suffisant. Merci, Ousmane, pour l'intervention. Il y a une trappe d'accès sous le toit qui correspond aux tuiles. Donc ça, c'est la nouvelle partie. Et l'ancienne qui est en zinc, il n'y a pas de trappe. Donc comment est-ce que je peux faire pour être sûr que c'est isolé, avec quel matériel, et si ce n'est pas isolé, quels sont les produits que que l'entreprise peut injecter pour isoler? Ouais, là dans ce cas, il faut contacter une entreprise directement pour faire un état des lieux, voir un peu la configuration justement de la toiture. Parce qu'à distance comme ça, c'est vrai que je peux vous donner quelques infos, mais je peux passer à côté de la plaque. Mais il vaut mieux faire soit une photo, un état des lieux, une entreprise se déplace, pour regarder. Ensuite, de toute façon, en général, c'est gratuit, les devis. Oui. Ça ne vous engage à rien si vous ne signez pas les devis. Et avec quelques photos aussi, ça pourrait nous aider aussi à mieux vous orienter. Oui, c'est ça, Madame André. Donc, si vous avez des photos ou autres, n'hésitez pas à nous les envoyer. Moi, ce que je peux faire, c'est mettre en message mon adresse mail. Mais de toute façon, vous l'aurez, parce que je vais vous envoyer la présentation. Hop. Je prends la parole juste une minute. Je vais devoir vous quitter. Je suis attendu. Donc, il n'y a pas de souci. Merci à tous. Merci à vous, Monsieur Pissic, d'être venu ici et pour éclairer un peu la lanterne de nos amis particuliers qui désiraient faire des travaux. C'était avec plaisir. C'était avec plaisir. Plaisir partagé. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Merci. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée, monsieur. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Hop, donc voilà, j'ai laissé mon adresse mail sur le côté si vous voulez la récupérer. Mais comme je vous disais, vous l'aurez parce que je vais vous envoyer les présentations. On va terminer donc avec la question de Monsieur Lopez et puis effectivement l'heure du déjeuner approche, donc on va tous vous libérer par la suite. C'est dans le cas d'une gazinière, la VMC est-elle autorisée? Donc c'est la question de Monsieur Lopez. Est-ce que Monsieur Lopez peut activer son son pour qu'on puisse discuter et échanger plus facilement? Vous m'entendez? Oui, très bien, Monsieur Lopez. Vous allez bien? Oui, bonjour. Ça va bien, merci. Oui, parce que on a un peu de difficulté j'ai une gazinière dans ma cuisine, donc ça fonctionne au gaz. Et je crois, donc il y a des ouvertures réglementaires d'aération pour le gaz, haute et basse. Et donc je crois que c'est incompatible avec la VMC. Est-ce que vous pouvez Compatible avec la VMC. Oui, parce que la VMC, c'est dans les pièces humides, donc c'est pour la salle de bain, cuisine, exact. Toilette. Et donc,
apparemment, la VMC ne serait pas conseillée dans la cuisine. Alors, je n'ai pas entendu de choses comme ça. En raison du gaz, parce que en fait, ça a un effet d'aspiration. Ouais. Voilà, si Non, je non. mets une fuite de gaz. Vous pouvez avoir de la VMC, et surtout une ventilation de cuisine pour les éléments. Mais ouais. la VMC, la cuisine est considérée comme une pièce humide, donc vous avez besoin d'un point d'extraction. Ouais. Oui, c'est ça, c'est que quel que soit le moyen de cuisson que vous utilisez, il n'y a pas de réglementation qui va interdire ensuite l'installation de VMC. D'accord. Voilà, Monsieur Lopez. Merci. Et voilà, donc on va clôturer ce café de la rénovation. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cet événement, d'être venus nombreux en nombre, d'avoir été tous très intéressés par vos projets et par vos questions. Je vous envoie donc la présentation qui était donc en partage d'écran par mail. Et vous retrouverez en podcast donc cet enregistrement si jamais vous voulez le réutiliser ou le réécouter par rapport à certaines questions en particulier. Voilà. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne après-midi. Monsieur Castor, vous désirez clôturer, dire quelques mots? Oui, je vous remercie. Je reste à votre disposition pour tout renseignement sur la pompe à chaleur. Et on cherche pas absolument, nous, de notre côté, à vendre des pompes à chaleur à des gens qui souhaiteraient éventuellement en avoir, mais qui est pas nécessaire. Entre autres, si on est au gaz de ville, par exemple, on fait attention à ce qu'on fait. Maintenant, voilà, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Merci. C'est ça. Merci à vous. Je termine en vous disant que on aura un webinaire le 26 mai prochain. C'est plus particulier sur la rénovation énergétique des copropriétés. Sachez qu'on a un service spécialisé au niveau des copropriétés. Donc, si vous avez des amis autour de vous qui habitent en copropriété, ou même si vous-même êtes en copropriété et que vous êtes intéressé par la rénovation énergétique, je vous invite à participer à ce webinaire donc le 26 mai prochain. Et le 9 juin prochain, aussi un webinaire spécial sur le confort d'été. En tout cas, restez connectés sur les réseaux sociaux. On partagera tout ça sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Enfin voilà, c'était un plaisir. Je vous remercie et bon après-midi à tous.